Et du coup, sans plus tarder, on va se plonger dans notre contenu du jour qui est le sujet de la transformation digitale des petites et moyennes entreprises. Donc, j'ai le plaisir déjà moi, de me présenter rapidement. Benoît Martin, je suis fondateur de DigiOps, l'agence de conseil en marketing digital spécialisée B2B pour la performance commerciale des TPE, PME du B2B. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Michael Tartare qui va se présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Je vais faire hyper bref. Du coup, je suis CEO de DIMUP. Voilà. Voilà, donc Michael est notamment l'auteur du guide de la transformation digitale pour tous. Excellent. Il a rédigé en fait ce livre depuis déjà plusieurs éditions où il s'interroge sur quels sont les paramètres à faire varier dans son entreprise pour se digitaliser. Alors, on pourrait me demander, mais pourquoi se digitaliser? Effectivement, Excuse-moi, Benoît, on ne voit pas tes slides. Ouais. Alors, effectivement, merci. Tac, 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 tac. Voilà. C'est bon du coup là? Oui, alors ils ne sont pas en mode de diaporama, mais si tu veux les mettre en diaporama, c'est comme tu veux. Voilà, donc là on y est. Super, ça y est. On y est. Alors pourquoi se digitaliser? La question qu'on peut se poser du coup à juste titre, tout simplement pour survivre. Aujourd'hui, on voit que le monde devient digital, mais la concurrence est importante et que du coup, pour continuer à gagner des parts de marché, pour continuer à gagner en rentabilité ou à recruter, typiquement, il faut se moderniser et du coup, le digital est aujourd'hui le vecteur de la modernisation. Donc, c'est ce qu'on va essayer de dérouler pour vous aider à survivre et surtout à vous développer. Donc, effectivement, le monde est devenu digital. Je crois que, Michael, tu as quelques infos à nous partager sur le sujet. Oui, juste, je pense que vous êtes déjà très au courant, mais c'est quand même important de les avoir bien en tête. Il faut juste se rendre compte qu'au moment où je vous parle, 7 capitalisations boursières sur 10, les plus grosses capitalisations boursières mondiales, sont des entreprises du numérique. Le deuxième point qui est aussi assez frappant, c'est que la France, qu'on pourrait voir comme un pays très avancé sur le plan du numérique, est en fait 15e de l'ensemble des pays de l'Europe dans le classement DESI, qui est le classement des économies en termes de digitalisation. 15e, ça veut dire qu'on fait moins bien que la moyenne des pays européens. Alors, on a aussi peut-être sur le troisième point, si tu peux juste… Voilà. Hop. Hop là. C'est vraiment… Voilà. Hop. Top, Voilà. merci. L'autre point, c'est que vous entendez beaucoup parler des licornes. Il suffit de regarder les journaux économiques, même on en parle parfois dans les journaux de télé. On parle énormément des licornes. C'est le mot-clé de la fameuse Startup Nation en France. Il faut juste savoir que la 27e licorne en France, alors qu'aux États-Unis, on a 489 licornes. C'est-à-dire qu'on est vraiment très en retard. Et puis, un sujet de préoccupation aussi qui est de plus en plus important, c'est la contribution du numérique à la pollution, donc notamment à la part des gaz à effet de serre. 4% de ces gaz à effet de serre sont liés justement à la production du numérique, donc il faut quand même commencer à s'en préoccuper. Et puis, puisqu'on parle aujourd'hui aux PME, il faut quand même savoir que parmi les PME de moins de 250 salariés, 66% ont un site Internet qui est la base même d'une communication digitale. Ça veut dire que 34% n'en ont pas. Voilà. Donc, c'est quand même important d'avoir ce chiffre en tête. Oui, effectivement. Et parmi celles qui en ont, parfois, c'est des premières versions qui sont des pages vitrines et qui demandent à être optimisées, autant en termes de référencement que de contenu pour les utilisateurs. La maturité numérique d'une entreprise, c'est quoi, Michael? En fait, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand on leur pose la question « Quelle est la maturité de votre entreprise ?» Et d'ailleurs, je vous invite à scanner ce QR code ou à taper l'URL que vous voyez devant vous pour répondre à cette question simplement et qu'on ait un premier feedback et qu'on voit du coup
où vous vous situez, où vous semblez vous situer. Parce que spontanément, vous savez dire quel est le niveau de maturité numérique. Sauf que vous allez voir qu'en fait, ce sujet est plus riche qu'il n'y paraît et qui va englober plusieurs dimensions, donc, sur lesquelles on va revenir au cours de ce webinaire, qui vont embarquer des sujets de stratégie, d'organisation, de manière dont les collaborateurs de l'entreprise sont impliqués dans le numérique, de tout ce qui est support technologique, d'infrastructure qu'on va mettre en place, et puis évidemment de prise de conscience de tout ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, des aspects juridiques, fiscaux, réglementaires, j'y reviendrai juste après. Et en parallèle de ça, je vais juste jeter un œil pour voir si on a des répondants. On n'a pas de réponse pour l'instant. Ce que je propose, comme on a eu un petit souci de démarrage, c'est qu'on avance sur ce sujet et voilà, on voulait vous laisser un peu de temps pour y répondre. Vous pourrez répondre a posteriori de toute façon. Bon, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte compte tenu du décalage. Par rapport à ça, en fait, tu voilà, as eu la gentillesse de travailler avec moi sur la déclinaison de ton ouvrage qui est constitué et décomposé en 6 leviers, dont 20 groupements, 115 indicateurs, C'est ça. qui sont, comme vous le voyez, les 6 leviers ici répartis, stratégie, organisation personnelle, offre, technologie, environnement. Parmi les 115 indicateurs qui sont pour l'ensemble des entreprises, dont les grandes notamment, 61 sont particulièrement dédiés aux TPE, PME. Et aujourd'hui, on en a sélectionné 10 qui nous semblent particulièrement prégnants pour vous aider en fait sur votre feuille de route digitale. Mais bien sûr, ce n'est qu'un résumé d'une certaine manière pour vous faire gagner un maximum de temps. C'est ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre sur cette méthodologie, c'est qu'elle est adaptée à tout type de structure. Donc, la stratégie, on va vraiment s'intéresser à comment vous construisez votre stratégie digitale au service de la stratégie de votre entreprise. L'organisation, on va essayer de comprendre comment les structures internes, la gouvernance, la comitologie, les budgets, tout ce genre de choses sont mises en place pour pouvoir supporter les activités numériques. Le personnel, c'est les hommes, les femmes de l'entreprise. Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils utilisent le numérique plein de son potentiel pour être efficaces dans leur métier? L'offre, c'est tout ce qui est conception, marketing, vente, pour que vous utilisiez pleinement le numérique pour justement proposer votre offre sur le marché. La technologie et l'innovation, c'est tout ce qui supporte ces activités numériques, ces infrastructures techniques, les serveurs, les réseaux, les plateformes, les applications, les terminaux, hein, que ce soit des PC ou des téléphones. Tout ça que vous mettez à disposition de toutes les parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, mais aussi à l'extérieur, les partenaires, pourquoi pas évidemment les clients. Et puis le dernier sujet, c'est l'environnement où on va regarder comment finalement l'extérieur de l'entreprise communique finalement avec vous, comment vous appréhendez les changements qui impactent votre capacité à faire du numérique. On pense notamment aux sujets juridiques, fiscaux, réglementaires, par exemple. Voilà, donc parmi l'ensemble de ces leviers, de ces indicateurs, comme je vous le disais, 10 conseils aujourd'hui pour les PME. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et je ne vais pas vous les détailler là, on va les aborder un par un pour vous aider à réaliser votre feuille de route. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un crayon, un papier en même temps et que pour chacun des 10 points, vous notiez ce que vous souhaitez faire pour aller dans le sens du point en question. Donc, premier point, sans stratégie, point de résultat. Alors là, on revient à des fondamentaux business, hein, mais ça reste vrai en digital. C'est-à-dire qu'on voit que si on ne sait pas où on va, et en tout cas, si on ne se donne pas au moins une hypothèse de travail, ça va être difficile de progresser. Le meilleur conseil que je peux vous donner à ce stade-là, c'est d'identifier quelle est votre différence, quelle est votre niche. En fait, c'est beaucoup plus facile de partir sur une niche au départ sur laquelle vous allez être seul, et puis petit à petit de grandir autour de ça plutôt que de faire l'inverse. Donc, j'ai pris cet exemple d'un développeur informatique qui fait du logiciel sur mesure, sur lequel il y a un gros univers concurrentiel. Il a la particularité d'être développeur 4D, qui est un marché de niche dans le développement informatique. Et du coup, on a décidé de partir là-dessus au départ, de telle manière à pouvoir déjà lui donner des retombées, des prospects, etc., de telle manière à ce que petit à petit, il puisse grandir au travers de ça.
Et juste, je rebondis là-dessus pour dire que finalement, la stratégie, c'est ça qui va faire que vous allez allouer des moyens. Il faut bien comprendre ça. C'est en fonction de ce vers quoi vous avez envie d'aller sur le digital. Et là, on a donné l'exemple d'un développeur informatique, mais ça s'applique sur tout type d'entreprise. En fonction de ça, vous allez, du coup, va découler les moyens que vous allez allouer, l'implication que vous allez demander à vos collaborateurs, le positionnement que vous allez avoir en ligne et du coup, évidemment, les moyens techniques que vous allez mettre en œuvre. Voilà, on va voir qu'après, c'est pas figé du tout, du tout, hein. Donc, tester de nouveaux services pour générer la croissance, effectivement, on voit que c'est dans un univers voilà, dynamique, on va dire agile, eh bien, c'est la multiplicité des initiatives qui va créer en fait le potentiel. Et vous avez un potentiel de départ, mais nous, du coup, le conseil, c'est de faire la liste des marchés connexes sur lesquels vous pensez qu'il peut y avoir un potentiel de croissance. Vous allez pouvoir capitaliser dessus parce que vous avez déjà un réseau, vous avez déjà un métier, et du coup, vous donnez les moyens de en fait, avoir une gestion de portefeuille de projets, de telle manière à ce qu'avoir, il y en a qui prennent, il y en a qui ne prennent pas, etc. Et que dans un univers digital et agile, du coup, bah, c'est beaucoup plus facile à mobiliser, en fait. Exactement. Il faut bien profiter de cette capacité qu'offre le digital pour tester de nouveaux services. euh, Parce que tester un service, ça peut être simplement proposer une landing page sur laquelle vous allez déjà sensibiliser votre clientèle sur quelque chose, une idée que vous pourriez avoir. Et ça a un coût extrêmement réduit. On n'est pas obligé de fabriquer le produit tout de suite. Voilà. Puis après, il y a d'autres techniques qui peuvent être mises en œuvre. Mais sachez que voilà, avec le numérique, vous accédez à un monde dans lequel l'innovation finalement est beaucoup plus rapide et vos concurrents en profitent. Donc profitez-en. Tout à fait. Donc, troisième point, aménager une structure agile. Donc, bah, on le sait aujourd'hui, bah, voilà, les structures agiles, bah, ça fait déjà méthodes agiles, ça fait une vingtaine d'années qu'on en parle, surtout dans l'informatique. Après, c'est venu dans le marketing. Aujourd'hui, c'est dans l'ensemble de la sphère business, on va dire. Alors, le cycle en V existe encore, mais la structure de base est quand même plutôt l'agile. Donc, nous, les conseils par rapport à ça, c'est de réaliser une mêlée quotidienne ou un stand-up meeting avec votre équipe de telle manière à pouvoir avoir cette routine de fonctionnement pour créer en fait une dynamique un petit peu quotidienne et agile, c'est-à-dire que tous les jours, on peut un petit peu changer son fusil d'épaule en fonction de ce qui se passe du contexte. Par rapport à ça, à partir sur des cycles de 3 mois de développement, en tout cas de projets qui sont ni trop courts ni trop longs, de telle manière à pouvoir voir les résultats assez vite quand même, et pas attendre un an pour se dire bah, finalement on va continuer là-dessus, avoir des cycles un peu plus courts que des cycles annuels. Ça peut être 6 mois hein, en fonction. Et puis, il y a aussi une question de posture managériale, on y reviendra après, mais qui est le transfert d'une posture managériale à devenir coach en fait, de son équipe pour la laisser faire, la laisser éclore un peu les projets. Juste un commentaire là-dessus, j'aime beaucoup l'histoire d'une toute petite entreprise hein, que j'ai accompagnée, un primeur, vous voyez, c'est une toute petite une entreprise de 5 personnes. Et là, on se rend compte que le quotidien, finalement, les englue en fait dans un rythme de croisière qui les empêche de regarder l'extérieur. Ils sont pris par leur voilà, il faut se lever, aller à un registre, présenter, amener les produits, les vendre, vider ensuite les étals. Voilà, tout ça. À un moment donné, ils se sont dit, oh, ben, finalement, il y a peut-être quelque chose à regarder avec le digital. Et ils ont changé leur façon d'aborder le sujet. En faisant un diagnostic digital, ils ont compris notamment ce point-là d'agilité, même dans une toute petite entreprise de cette taille-là, et ils ont du coup changé leur organisation, changé leur manière de manager les équipes, et ils ont, 3 mois après le diagnostic, réalisé ils sont environ à 5% de leur chiffre d'affaires additionnel, trouvé sur une zone de chalandise extérieure. Donc, vous voyez que l'agilité, en fait, c'est pas juste un mantra qu'on vous dit avec Benoît, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui, à partir du moment où elle est ancrée dans les habitudes de l'entreprise, elle offre derrière des innovations et ça fait le lien avec le point 2 qu'on vous évoquait juste avant. Moi, j'aime bien cette idée du primeur même qui peut se digitaliser, etc. C'est vraiment ouvert à tous. En fait, il faut juste trouver la porte d'entrée. Donc, c'est là vraiment la question primaire, première à se demander. Ouais. C'est ça. Donc, bah, je vais enchaîner. Penser son entreprise comme une plateforme. Alors, l'idée, c'est pas tous de vous faire devenir Amazon ou Facebook, mais c'est cependant l'état d'esprit, en fait, qui est de dire qu'aujourd'hui,
dans le digital, c'est un monde qui est dominé par les données, d'accord? Et que la question à se poser, c'est quelles sont les données en entrée de votre entreprise et en sortie de votre entreprise. Que votre entreprise va être une usine à transformation des données, en fait. Et de telle manière à ce que vous puissiez vous dire, ben, finalement, comment je vais mettre les différents blocs de compétences qui peuvent être des logiciels, qui peuvent être des humains, de telle manière à transformer ces données. Donc là, j'ai pris un exemple d'une structure de taille importante à bonne maturité digitale, qui est Autodesk, qui a, ben voilà, on voit ici peut-être une dizaine d'étapes de traitement des données, qu'elles sont en entrée ou en sortie, et que en fait euh, cette technologie en fait est vraiment la colonne vertébrale de sa digitalisation en fait, et que on voit qu'il y a quand même un rapport entre ben, l'idée et les outils qui sont quand même prépondérants dans le digital. Michael, peut-être tu veux illustrer un peu ce point? Oui, ce qui est très important de comprendre, c'est que cette logique-là n'est pas réservée qu'aux grandes entreprises. Une toute petite entreprise, même par exemple d'immeuble, qui est au cœur d'un écosystème. Et donc, une start-up comme d'immeuble, si elle se conçoit comme au cœur d'un écosystème, elle bénéficie en amont de données qui lui proviennent de partenaires ou de sociétés tierces qui apportent une information utile pour enrichir ensuite et apporter un service additionnel aux gens, aux entreprises qui seront en aval. Et on donnera l'exemple un peu plus tard de notamment ces sujets d'API. Il faut bien comprendre que c'est vrai pour le privé comme pour le public. C'est une question d'état d'esprit et de comprendre l'entreprise comme étant un maillon d'une chaîne, d'un grand tout. Et à ce titre-là, à partir du moment où on conçoit l'entreprise de cette manière, on bénéficie pleinement de l'effet de levier du digital. Voilà, donc commencer, ne serait-ce qu'avec un Microsoft 365, j'ai envie de dire, c'est déjà le début de ce schéma, en fait. Et petit à petit, vous allez greffer des outils, les rationaliser, etc. Et c'est cette quête qui va, à la fin, eh ben, produire votre usine digitale, on va dire, hein, votre plateforme. Du coup, récompenser les collaborateurs innovants, donc ça, c'est plus la posture managériale qui est liée au coach. C'est d'encourager en fait la prise d'initiative de ses collaborateurs de telle manière à ce qu'ils puissent être dans l'innovation. Donc pour cela, bah, quoi de mieux que de se rapprocher de ses clients, de les encourager à avoir des conversations avec les clients dans cet esprit d'innovation, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut proposer, etc. Et que du coup, chacun soit en capacité, et à n'importe quel échelon de l'entreprise, de proposer de nouvelles idées et que vous en preniez en compte lorsque pertinent, lorsque accessible, etc. C'est une preuve de reconnaissance pour les collaborateurs. Souvent, on parle de salaire, etc. Mais finalement, c'est aussi quelle place ils ont dans l'entreprise et comment est-ce qu'ils sont partie prenante. Du coup, c'est vraiment un levier fort en fait de fidélisation. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental quand on veut se digitaliser, c'est-à-dire donner la parole aux collaborateurs, être dans l'ouverture, dans la curiosité. Et pour ça, il faut leur donner un temps de respiration. C'est quelque chose qui a été sacralisé, par exemple, chez Google, avec 20% du temps de travail qui est alloué à l'innovation. On connaît les effets, les conséquences que ça a. Hein. Tout le monde connaît Google et les services qui sont proposés. Et donc ça, on peut très bien l'appliquer même à une petite structure. Je reprends mon exemple de primeur tout à l'heure. La personne, donc, dans les 5 collaborateurs, une personne a été désignée comme responsable quelque part de l'activité en ligne de ce primeur. Et aujourd'hui, là, quelques mois après le diagnostic, non seulement a réalisé les 5% de chiffre d'affaires additionnel que j'évoquais tout à l'heure, et en plus, vient de mettre en place un nouveau système de fidélisation. Donc, dans un point de vente où on n'imaginait pas du tout ça, il y a ne serait-ce qu'il y a 6 mois. Donc, avec un QR code, une application. Donc, on voit que là, voilà, les services commencent à prendre leur place. Ils n'ont pas été imposés par l'extérieur. Il y a eu juste une curiosité qui a été allumée grâce au diagnostic de maturité digitale qui a été fait, en découvrant qu'il y a des ressources disponibles dans l'entreprise avec des collaborateurs qui sont plus techniques, entre guillemets, ou plus ouverts que ça aux autres, que les autres,
et qui, du coup, ont pris l'initiative et qui, voilà, ça crée de la richesse pour l'entreprise. Voilà, du coup, on voit déjà émerger plusieurs grands blocs d'action, hein. On a parlé de stratégie, on a parlé là de management au sens large, et aussi en filigrane, on le voit, de techniques slash outils. Et du coup, voilà, on va pouvoir poursuivre sur notre feuille de route digitale. Donc, être là où se trouvent vos clients, alors sans être incantatoire ni dans l'évidence absolue. Aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. C'est-à-dire que vos clients, eux, n'ont pas de temps en fait, à passer et à vous allouer du temps, en fait. Et donc, pour cela, il faut aller vers eux. Et pour cela, il faut s'interroger sur leurs besoins véritablement et passer d'une logique centrée sur l'entreprise, c'est-à-dire souvent fonctionnelle, sur ses produits et services, à une logique centrée sur les besoins de l'utilisateur. Du coup, ça, cet effort-là, il est souvent important au départ de la digitalisation parce que on peut encore rester un petit peu auto-centré et du coup, bah, la communication ne passera pas. Donc, travailler votre slogan, c'est un bon moyen justement de se décentrer, de se dire quelle promesse je peux envoyer, quitte à la mettre sous mon logo, au moins, c'est engageant. Donc, créer pour votre audience, pas pour vous-même, générer de l'émotion parce qu'on sait que même sur le digital, même en B2B, bah, c'est l'émotion qui crée la visibilité, l'engagement. Et que pour cela, le premier levier en termes d'émotion, c'est l'humain. Donc, c'est pas toujours très évident de se dire que bah, dans le digital, c'est l'humain. Bah, si, en fait. C'est comment est-ce que vous allez donner la visibilité à vos collaborateurs de s'exprimer et que ce levier-là, et en B2B, notamment par rapport aux commerciaux, c'est un levier fondamental. Et donc, une fois qu'on a ça, ce fond de sauce, on va le distribuer sur l'ensemble des canaux là où sont présents vos clients, donc réseaux sociaux, email, sites web et autres, de telle manière, et voire point de vente physique, salon, etc., webinaire. Donc, et comment est-ce qu'on va distiller en fait le discours sur l'ensemble de ces points de contact. Oui, un point juste de précision là que tu as mis, le hook point là, que vous voyez à droite. Donc, c'est un bouquin que vraiment je vous invite à lire de Brendan Kane, qui est un Américain expert de cette économie de l'attention. Donc, qui nous explique que sur les réseaux sociaux en particulier, vous avez 3 secondes pour attirer l'attention d'un consommateur. Voilà. Donc, il faut juste se rendre compte que du coup, le message que vous lui apportez doit être extrêmement centré sur son problème à lui. Donc, exactement mettre en avant le bénéfice et que tu évoquais tout à l'heure, Benoît. Ouais, exactement. Donc, comme Hasbro, ben, voilà, faire sourire le monde et pas jouer à des jeux de société X ou ici Asana, focus sur le travail qui est le plus important et pas disposer d'un outil de gestion de projet. Ça, vraiment, j'encourage tout le monde à faire cet exercice. On poursuit sur la dimension offre marketing, sur l'accélération de la mise sur le marché. On a vu en amont qu'il y avait un enjeu de multiplier les initiatives, d'être plus agile. Il y a une vraie prime aux pionniers, en fait, sur les services en ligne, notamment, et que le digital permet cette rapidité, en fait, le fait de essayer quelque chose, parfois, ça peut prendre 15 minutes. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, le moins de temps que ça vous prendra, le mieux ce sera, parce que ce sera spontané, ce sera en fait rapide en termes de mise en place, de telle manière à ce que par-dessus, vous puissiez itérer. Alors, c'est vrai que souvent, mes clients me disent, mais le temps, je ne l'ai pas, en fait. Comment est-ce que je peux le trouver? Alors, effectivement, on se dit 20%, réserver 20% de ses ressources à l'innovation, ça peut paraître beaucoup, mais ne serait-ce que 10% déjà, une journée, par exemple, toutes les 2 semaines, ou une demi-journée toutes les 2 semaines, c'est déjà beaucoup, en fait, et d'avoir cette petite case, de se dire continuer, en fait, à être dans l'innovation.
Et, euh, et voilà, Michael, est-ce que tu peux ou veux ajouter quelque chose? Oui, c'est vraiment, enfin, cette dynamique-là, il faut bien l'avoir en tête. C'est-à-dire que, encore une fois, le digital est quelque chose qui se prête très bien à tester et apprendre, échouer. On dit souvent échouer vite pour ensuite recommencer. Donc, autant dans l'ancien monde, c'était un peu compliqué. Il fallait des bâtiments, il fallait du matériel, etc. C'était un peu difficile. Aujourd'hui, vous pouvez, même quand vous êtes une PME, créer de nouveaux services et vous le faire vite. Si vous ne le faites pas assez vite, en fait, dites-vous bien que vos concurrents, eux, le feront à votre place. Et donc, tout passe par, effectivement, les aspects qu'on a vus tout à l'heure de management. Sachez bien que si vous êtes dans ce rythme-là, vous avez l'opportunité de trouver les trucs qui vont séduire votre cible. Voilà. Et donc, faites-le, adoptez cette dynamique, testez des nouveautés. Il y a qu'une seule chose à faire, c'est sortir de votre zone de confort. Renforcer la sécurité, donc ça, on ne saurait que trop vous mettre en garde sur les atteintes à la sécurité qui se multiplient ces dernières années. Faut savoir justement, tu dis ça se multiplie, pour le chiffrer, il y a une étude qui a été faite récemment par Hiscox qui a chiffré à 23% les PME en France qui ont été atteints de cyberattaques. 23% des PME, c'est-à-dire 1 sur 4, pour faire court. Voilà, Donc, donc, voilà, c'est un sujet majeur. et le risque, quand on a vu la pile technologique qui va venir s'étoffer petit à petit, en fait, c'est qu'il y a des failles de sécurité à l'intérieur. Et du coup, le conseil, c'est quand même de partir sur des choix structurants en termes techno au départ. Donc, quand on parle de marketing, on parle souvent de logiciels de CRM ou de marketing automation, etc. Enfin, entre autres, de partir sur deux briques fortes au départ et sur lesquelles on va pouvoir ajouter des outils avec cette conscience de sécurité versus multiplier voilà, 10, 20 outils sans en avoir aucune conscience. Donc, je sais que dans de plus en plus d'entreprises, il y a aussi des DPO, des personnes en charge de la sécurité, ou sinon de prendre un DPO externalisé, ça se fait aussi beaucoup, de telle manière à pouvoir garantir un certain nombre de contraintes de sécurité. Ouvrir ces données et penser cloud, alors là, ça paraît être évident, regarde tout ce qu'on s'est dit précédemment, c'est-à-dire que dans un monde data et données, c'est l'ouverture tant en captation qu'en sortie qui va créer la valeur. Donc, par rapport à ça, ben, le cloud, aujourd'hui, est vraiment l'outil pour bah, le faire. Donc, moi, un conseil, parce que je vois encore pas mal d'entreprises qui n'ont pas migré, notamment leur messagerie, sur des outils type Microsoft 365 ou Google Workspace. C'est vraiment des bons moyens de se digitaliser parce qu'ils viennent avec tout un tas d'autres fonctionnements qui est le partage en ligne de fichiers, le fait de pouvoir justement importer des données de fournisseurs, par exemple. Et c'est un bon levier de digitalisation pour les entreprises qui sont vraiment à un stade, on va dire, zéro. Et même c'est la base de tout. C'est-à-dire que il faut bien se rendre compte que, par exemple, déployer une nouvelle application, aujourd'hui, ça passe forcément par le cloud. Et on n'a pas personne n'aurait l'idée d'installer un serveur dans son entreprise avec tous les coûts que ça induit. Et donc, faut vraiment comprendre ça. Le cloud est votre ami et le cloud apporte de la sécurité, euh, beaucoup plus que quand vous êtes dans votre propre infrastructure. Euh, Maintenant, ça oblige aussi. Faut bien se rendre compte que c'est pas parce que vous souscrivez au cloud que pour autant vous êtes affranchi d'un certain nombre d'obligations. On a eu le cas, vous avez forcément, enfin pour ceux qui suivent l'actualité des opérateurs cloud, ce qui a pu se passer à OVH en 2020, 2021, je me souviens plus, non c'était 2021, donc en mars 2021, incendie du data center,
des centaines de milliers de sites ont été instantanément inaccessibles, avec, pour certains, perte de données. Alors, bien sûr qu'il y a des fautes à chercher éventuellement côté OVH. Je n'ai pas de sauvegarde. Voilà, il peut y avoir, voilà, mais maintenant, il y a des obligations qui vous apportent. Ce n'est pas parce que vous pensez au cloud que pour autant, il faut oublier un certain nombre de contrôles à mettre en œuvre. Et ça, c'est des aspects liés à la contractualisation de vos opérateurs qu'il faut avoir en tête. Et la dernière question, mais peut-être la plus importante de toutes, ce serait de vous poser la question, qui se sert de vos données? De telle manière à remonter le fil jusqu'à quelles données vous êtes en capacité de capter et de restituer à qui va se servir de vos données. Donc là, on a un exemple de la ville de Meudon qui a ouvert un portail open data. Alors, ça va bien dans l'univers des gouvernements, etc. Mais typiquement, ils sont dans le best practice. C'est-à-dire, toutes les données de ma ville, je les mets à disposition des utilisateurs pour qu'ils puissent en faire quelque chose. Et là, c'est en libre, mais après, ça peut être aussi en payant. C'est-à-dire que en tant qu'entreprise, je mets à disposition les données à mes clients, à mes parties prenantes, de telle manière à ce qu'elles puissent aussi en faire quelque chose. Et du coup, posez-vous cette question-là, elle est vertueuse. Et je vous invite d'ailleurs, comme tu parles de la mairie de Meudon, à lire l'interview du maire de Meudon, Denis Larguero, dans le livre que tu évoquais tout à l'heure, la transformation digitale pour tous, voilà, celui-là. Page 285, vous retrouvez justement la vision que, en tant que maire, il a justement de se mettre à disposition de ses administrés, qu'ils soient privés comme des entreprises. Et notamment, voilà, ce portail est un des services fournis par la mairie pour apporter de la data. Et donc, cette vision qu'on a dans une mairie, on peut évidemment l'avoir aussi dans une PME. Voilà, donc je vous recommande ce livre, en fait, qui a plusieurs entrées, où il y a l'ensemble des indicateurs. Il y a aussi pas mal d'interviews d'experts, et du coup, ça donne un point de vue complémentaire, et souvent des conseils assez précieux, voire une culture digitale qui est importante, même si vous ne mettez pas tout en place. Et du coup, un très bon outil, on va dire méthodologique, parce que parfois on se dit dans le digital, mais en fait, il n'y a pas de méthode, c'est la jungle, etc. On voit que ce n'est pas vrai, en fait. Il y a des méthodes, il y a des best practices, c'est ce qu'a analysé Michael pour vous le restituer aujourd'hui. Voilà, on a terminé notre présentation des 10 points clés pour améliorer votre digitalisation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les différents supports, sur Zoom, sur LinkedIn, on est là et on vous répondra avec plaisir. avec joie. Ce que on veut vous proposer ensuite de webinaire, c'est de continuer la conversation avec vous. Alors, sous la forme d'une collaboration tout à fait, enfin, pas exceptionnelle, mais en tout cas particulière, donc, qui est notre offre combinée, on va dire, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la méthodologie apportée par Michael et puis le savoir-faire opérationnel apporté par DigiOps, du coup, par moi. Et donc, par rapport à ça, qu'on puisse travailler avec vous sur en fait un diagnostic détaillé là où vous en êtes sur l'ensemble des indicateurs et puis des recommandations opérationnelles sur quoi mettre en place, dans quel ordre, de telle manière à vous accélérer sur le digital. Donc, là, ce qu'on vous propose, c'est du coup 2 fois 2 heures, tous les deux, où dans un premier temps, on vous écoute, dans un deuxième temps, on vous restitue les travaux et on répond à vos questions. Et sur un package, on espère, suffisamment attractif en termes de tarifs, 1590 € au lieu de quasiment 2000 €. Et donc, ce package-là est ouvert pendant une petite semaine. Donc, si ça vous intéresse, l'été, une bonne période pour faire un petit pas de recul et puis prendre les bonnes décisions pour la rentrée et les mois à venir. C'est exactement l'exercice qu'a fait le primeur dont je parlais tout à l'heure. C'est l'exercice qu'a fait dans une taille plus importante Janssen laboratoire pharmaceutique. Il faut juste savoir qu'en France, Janssen, c'est 600 personnes. Hein. C'est pas une multinationale. Bien sûr que c'est à l'intérieur d'un groupe,
mais c'est un exercice qui est extrêmement vertueux, avec comme livrable derrière un jeu de slides qui vous donne sur les 6 leviers que j'ai décrits tout à l'heure, à la fois vos points forts, parce que c'est important de comprendre là où vous êtes déjà fort, et également les points à améliorer, avec du coup, grâce à Benoît, des recommandations pour que vous puissiez aller de l'avant et justement mettre en œuvre cette digitalisation de l'entreprise. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, moi, je suis effectivement plutôt sur un aspect marketing, communication au départ, et Michael vient avec un aspect plus strat. Et du coup, ça vous permet d'oublier aucune composante, d'avoir cette méthodo résiliente, on va dire. Et petite précision, comme tu parles de méthodo, et j'aime beaucoup associer la méthodologie à l'outillage, Ouais. évidemment, je m'appuie dans ces diagnostics sur la plateforme dimmeuble.com. Alors, vous pouvez bien sûr déjà faire par vous-même ce diagnostic, hein, tout est disponible, vous avez différentes modalités d'abonnement. Maintenant, voilà, cette prestation qu'on vous propose là, elle vise à vous challenger, à vous apporter le meilleur de nos deux cervelles, pour que de manière efficace, pendant ce temps de recul, vous puissiez derrière en tirer le meilleur élément pour développer votre entreprise et surtout la digitaliser. Est-ce que tu veux nous partager ton écran? Oui, bien sûr, ouais, avec plaisir, je peux vous montrer rapidement à quoi ressemble en tout 30 cas secondes, ouais, ouais, attends, par curiosité. voilà, pour peut-être vous montrer à quoi ressemble un diagnostic une fois qu'il est terminé. Vous voyez, comment dire, je m'applique à moi-même. Alors attends, c'est juste voilà. Pourquoi je peux pas? Je devrais pouvoir partager. Est-ce que ça fonctionne là? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que Ouais, ça tout à marche? fait. Ça fonctionne, super. Donc, je vais vous montrer juste le diagnostic détaillé, je vais vraiment aller très vite, hein, que j'ai fait pour Teamup. Donc, c'est intéressant de regarder, voilà, de s'appliquer à soi-même ce qu'on recommande aux autres. Donc, vous voyez qu'en octobre 2021, l'entreprise Teamup avait un niveau de maturité de 3,3 sur 5 évalué par la plateforme. Alors, 3,3 sur 5, bon, c'est pas, il n'y a pas de quoi claironner, hein. Seulement, regardez que dans mon segment de marché, c'est pas si mal en fait. Je suis presque au meilleur finalement. En tout cas, c'était le cas en octobre. On voit bien les comparaisons après. On voit qu'avec 3,3, finalement, je suis très au-dessus de la moyenne de mon segment, donc ce qui plutôt me conforte. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va aussi regarder dans le détail, levier par levier. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la stratégie, Ah, vous l'organisation, reconnaissez les leviers qu'on a vus voilà. précédemment. Et là, on retrouve la grosse soixantaine d'indicateurs que voilà, je ne vais pas tous les détailler là, mais vous avez compris le principe. On a focalisé aujourd'hui avec Benoît sur les 10 majeurs, ceux qui ont le plus d'impact sur la digitalisation de l'entreprise. Mais vous voyez qu'ici, on va pouvoir, avec la plateforme, aller avec un niveau de finesse beaucoup plus loin. Et dans la prestation qu'on vous propose avec cette offre à saisir là dans la semaine qui vient, on va vous proposer justement de passer en revue et puis de regarder, vous voyez, par exemple, j'aime beaucoup cet indicateur de maîtrise du digital par les principaux cadres dirigeants. Bon, là, il se trouve que je suis cadre dirigeant donc de DIMUP et je m'estime avoir un bon niveau de maturité. Et puis après, voilà, on va regarder en détail, on va comprendre pourquoi vous avez estimé ce niveau de maturité et puis vous donner du coup les éléments de note, de ressenti, levier par levier, qui vous donne après, vous voyez, moi, on voit très bien que sur la transmission de la culture, ici, le niveau est faible pour une raison qui est toute simple, c'est que, vous voyez, les niveaux supérieurs sont inapplicables compte tenu du fait qu'il n'y a qu'un seul collaborateur pour l'instant dans la structure et que je m'appuie aujourd'hui sur des partenaires technologiques qui, eux, ont leur maîtrise managériale par ailleurs, mais au fur et à mesure où l'entreprise va se renforcer, il va falloir que je sois attentif en tant que patron d'entreprise à cet indicateur-là. Je Ok, te rends la main bah peut-être sur super. le… Ouais. Hop. Du coup, on va clôturer ce qu'on veut vous proposer. Voilà. Si vous le souhaitez, voilà, il y a un QR code. Donc vous pouvez flasher le QR code. On va vous mettre le lien aussi en commentaire sur LinkedIn. Peut-être que Michael, tu peux le partager. Derrière, vous avez un formulaire de prise de contact, alors qui vous permet de faire un peu le point sur votre maturité digitale. Du coup, il y a deux questions sur le sujet. Vous nous laissez vos coordonnées et puis on vous enverra
au-delà du replay, tout le monde, en fait, ceux qui souhaitent le replay, voilà, vous pouvez nous laisser vos coordonnées au travers de ce formulaire. On vous enverra aussi des goodies, alors des goodies, on va dire intellectuels, pas à manger, mais qui sont, alors du côté de Michael, il y a un guide, je crois, sur. Alors, oui, je vais l'expliquer juste en 2 minutes parce qu'on a à cœur avec Benoît de vous donner tous les éléments pour que vous puissiez conduire la transformation digitale de votre entreprise. On vous propose notre aide, vous l'avez compris, et il y a une offre là qu'on espère être attractive dans la semaine qui vient en termes de prestations. Maintenant, si vous souhaitez et si vous préférez être seul, très bien. Et vous avez, avec le goodies qu'on va vous envoyer, une vidéo. En fait, c'est découpé en 6 courtes vidéos qui vous montrent toutes les étapes pour faire par vous-même votre diagnostic de maturité digitale et découvrir ce qui va bien et ce qui va moins bien dans votre entreprise. Et ça, avec la plateforme d'immeuble.com. Une vidéo de 20 minutes où vous me verrez du coup aller dans le produit et vous expliquer le pas à pas dans le détail comment du coup traiter derrière cette information. Voilà, donc en question complémentaire, ça c'est aussi pour nous, il y a une question sur comment vous avez apprécié ce webinaire et s'il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous communiquer, comme ça nous permet de rebondir et puis le cas échéant, avec Michael, de vous proposer d'autres contenus. Donc voilà, écoutez, je pense on est à la fin. Alors, on a respecté l'heure sans la respecter parce on est pas démarré un petit peu en retard. Donc voilà, je vous propose qu'on clôture notre session du jour, sauf s'il y a des questions éventuelles, Michael. Est-ce que, alors de mon côté, moi j'avais quand même une question parce que on a parlé à un moment donné d'agilité, si tu te rappelles, et la question qui m'a été posée, c'est de dire, ok, c'est très bien ça, mais on fait comment? Quel outil on prend? Est-ce que là, on est vraiment resté sur une vision d'organisation, de structure, de façon de se positionner comme étant une entreprise agile, mais on imagine bien que ça va être compliqué de le faire avec du papier. Est-ce que tu vois, t'as des outils, peut-être des trucs que tu pourrais, des tips sur ces sujets-là? Ouais. Alors bon, au-delà du site web, évidemment, d'avoir un site web suffisamment malléable pour mettre du contenu, voilà, d'avoir dans l'idéal un CRM, un logiciel de marketing automation, on verra ça après, mais en tout cas, en termes de gestion de projet, il me semble qu'il y a 3 outils aujourd'hui qui sont intéressants pour les équipes. Donc, un petit outil de gestion de projet qui s'appelle Trello, qui est très connu sur le marché, qui est vraiment très simple pour faire basculer une tâche d'un stade à un autre. La version du dessus, c'est un outil qui s'appelle Asana, qui est un outil de gestion de projet déjà plus avancé, qui permet aussi de faire à peu près la même chose. Puis alors, mon coup de cœur, il va en ce moment à un outil qui s'appelle Notion, alors qui est un outil plutôt inspiré du no-code. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est à la grande tendance du digital, c'est-à-dire que plutôt dans les startups, mais aussi dans les grands groupes, dans les équipes pour aller vite. En fait, on utilise un outil, donc cet outil qui s'appelle Notion, 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 et qui permet en fait autant d'avoir un outil de gestion de projet que de rédaction de notes, et du coup qui est un petit peu un agrégateur de contenu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre autant des documents Word ou PDF, des éléments graphiques, etc. Et en fait, c'est un petit peu comme un intranet, on va dire, mais super souple et intelligent. Et du coup, depuis qu'on l'utilise dans l'équipe, en tout cas, on a senti une accélération dans la gestion de projet. Je rebondis sur Notion, si là, en se quittant pour histoire de changer un peu vous aérer un petit peu par rapport à tout ça, vous pouvez écouter le podcast Il était une fois l'entrepreneur qui vient de traiter là, il y a une semaine l'histoire de Ivan Zhao, le fondateur de Notion. Très intéressant de voir comment justement Ivan a monté Notion et justement apporté des services qui sont devenus voilà, ceux que tu utilises aujourd'hui. Exactement. Écoutez, voilà, je vous propose de clôturer là. Merci beaucoup, Michael,
pour tout ce contenu, toute cette matière très riche, très intéressante, très structurante. Parce que souvent, en digital, c'est un peu ce qui nous manque, en fait. Hein. Le point de repère, on a l'impression de flotter un peu. Là, même s'il y a des points qui peuvent paraître pour certains encore un peu high level, j'ai envie de dire, quand on parle de data, quand on parle de plateforme, etc. En fait, petit à petit, de vous acculturer à ça, vous allez voir que finalement, les données, il y en a un peu partout et que c'est bien la question de la maturité. C'est-à-dire que c'est normal au départ de ne pas le savoir. En fait. Et que peut-être dans 3 mois, 6 mois ou un an, bah, vous puissiez avoir un 1 sur 5. Ce sera déjà un progrès. Et du coup, on vous encourage voilà, à progresser, que ce soit avec nous ou sans nous. Dans tous les cas, on reste à votre disposition pour toutes vos questions. Exactement. Merci en tout cas, Benoît, pour ton invitation et merci à tous d'avoir participé activement à ce webinaire. Voilà, allez, très bonne journée et bon été. Au revoir. Merci. Au revoir.